Chez les GG, nous pensons comme JMJ. Dire la vérité. La vérité, qu'elle plaise ou qu'elle blesse, est une pertinente attitude de sagesse. Le journalisme est la plus grande aventure humaine car il est mission, passion, vision, interrogation, immersion, quête de vérité et conquête d'objectivité. Écoutez les GG tous les matins sur Radio Espace en simultané sur Espace TV, Espace Région Bokeh, Labé, Zérékoré, Kindia sur 99.7, Cancan sur 99. Les grandes gueules sur Espace ou la messe des sans-voix. Également sur Espace TV tous les matins, mesdames et messieurs, vous avez accès à cette émission. Merci de nous rejoindre dans la deuxième partie de GG. Continuez à réagir, mesdames et messieurs. Eh bien, évidemment, le contact s'affiche juste en bas de l'écran, si vous le voulez, le 00224 657 39 13 13. Sinon, ça se passe également aussi sur Facebook, mais aussi sur Twitter, le hashtag Espace GG. Avec plaisir, nous allons prendre en compte vos messages un peu plus tard dans cette émission. Les grandes gueules sur Radio Espace. Je le disais tantôt à l'entame, la formation professionnelle, le développement d'un enseignement utile pour le métier de l'heure, pour ainsi juguler le chômage. Voici donc des objectifs que l'État guinéen cherche à atteindre, évidemment, à travers les centres de formation technique. Depuis des années, ces établissements bâtis dans les 33 préfectures accueillent des jeunes, il le dit ce matin Jacques Lewaleno, des jeunes qui peuvent faire mieux ailleurs, il faut le rappeler. En tout cas, on essaie de comprendre ce matin. Le gouvernement de la transition voudrait inverser donc la tendance en engageant des réformes courageuses. Elles seront certainement pas les premières. Quelle innovation voudrait-on instaurer? Quel rôle les entreprises pourraient jouer? Des questions que nous posons ce matin au ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle, Alpha Bakar Barry. Il est avec nous évidemment dans ce studio. Dans un instant, évidemment, nous allons l'interroger, mesdames et messieurs. Beaucoup de réactions ce matin, évidemment, sur notre plateforme. Nous allons essayer de partir avec quelques messages que vous avez bien voulu laisser là, avec la complicité d'Amadou Sow. On y va avec ce premier message. Bonjour les GG, je vous prie de signaler au ministre que les ERAM construites donc par la coopération avec la Banque islamique de développement dans les régions. La banque avait financé donc des boursiers pour le Maroc devant servir dans ces entités dont mon épouse qui est rentrée depuis 2017 et elle a fini major donc de sa promotion, mais ils ont pris leurs parents sans aucune compétence pour y servir. Dites au ministre d'assainir cela. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. On y va avec cet autre également qui nous écrit. Voilà, bonjour. Ahmed Diallo, pardon. Attention, je vois que vous ne savez pas que chaque réforme monétaire génère donc des commissions pour le gouverneur de la Banque centrale. C'est un auditeur évidemment qui nous envoie ce message et qui continue. Si Alpha Condé avait proposé Baïdi Haribo d'aller enseigner donc à l'université, il n'aurait jamais quitté l'UFR. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Bonjour les GG. Eh bien, cet autre disait pourquoi remettre à demain ce qu'on peut faire en une main, en une fois. Voilà, je veux dire, c'est logique qu'il quitte. C'est Bokoris depuis kilomètre 36 qui nous envoie ce message. Moussa Moïse, tu es un messie, voilà, tu mérites plus que ce que tu es aujourd'hui. Nous sommes dedans. Aujourd'hui c'est Baïdi, demain c'est une autre personne. C'est un auditeur qui nous envoie ce message. Lamine dit à Moïse, nous sommes tous dans ça, mais avec modération. Le monsieur est trop gourmand, combien de fois? C'est pas possible. Allez, on va rester dans le sillage avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG, mes salutations donc à la chargée de la mine ce matin. Je condamne cette vidéo de monsieur Baïdi, mais il faut arrêter d'encourager l'adultère. Ce n'est pas parce que les gens le font que c'est bon. Les médias, en plus d'informer, doivent éduquer. Moïse, il faut te retenir. Voilà, c'est un auditeur qui nous envoie ce message. Maintenant sur WhatsApp, évidemment, aussi de ce côté avec cet auditeur qui nous écrit. Bonjour les GG, apparemment cette histoire de limogeage prend une autre tournure dans votre studio. J'ai peur, voilà. À vrai dire, ce limogeage donc ne me surprend pas vu la mauvaise performance donc et l'inflation donc à 2 chiffres. Un auditeur qui nous envoie ce message du côté de la France. On reste dans le sillage avec cet autre message. Bonjour les GG, je dois dire que je ne reconnais pas MMS aujourd'hui. Baïdi Haribo n'est pas monsieur tout le monde, mais que ça soit clair. Voilà, c'est Alpha depuis Caporail qui nous envoie ce message. Bonjour les GG, c'est Ibrahima depuis Afia. Dans ce pays, on a tendance à oublier pourquoi on vit, car le Guinéen ne vit
que pour l'argent et le sexe. Moi, je condamne fermement M. Baïdi Haribo. Quand on est père de famille, on doit être exemplaire. C'est un auditeur, évidemment, qui nous envoie ce message. Merci à Cabinet Roger, depuis Canada aussi, qui nous écrit. Bonjour Lamine, s'il te plaît, laisse Antoine d'aller jusqu'au bout de ses idées, car il me plaît beaucoup. Merci, M. Kaba, Cabinet depuis le Canada. On va rester toujours dans le sillage, évidemment, avec ces réactions. Maintenant, nous allons partir avec ces réactions de ce côté. Abdoulaye Keïta, qui nous écrit également du côté de Bokeh. Bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Je t'écoute ce matin depuis ma base Team Gel. Bonjour monsieur le ministre Bokar. Quelles sont les priorités, quelles sont les priorités pour la formation professionnelle des jeunes minières? Avez-vous fait le constat? Je vous informe qu'à Bokeh, le CFP est en décalage avec le besoin de l'entreprise. Que comptez-vous faire? Voilà, déjà des questions qui tombent. Évidemment, c'est notre ami Abdoulaye Keïta du côté de Bokeh qui nous envoie ce message. Je suis le colonel Doumbouya. Dites-lui de dégeler, hein, sinon, je l'envoie toute ma famille. Voilà, c'est pas possible. Allez, on va rester dans le sillage avec toujours ces auditeurs très nombreux ce matin à réagir. Maintenant, avec cet autre également qui nous écrit. Bonjour les GG. Je suis parfaitement d'accord avec Jacques Lewa. D'où ils prennent l'argent qu'ils distribuent. Malheureusement, Alpha Condé a été complaisant avec eux. La délinquance économique fut la mode de gouvernance depuis plus de 11 ans en Guinée. Lamarane Yembérin qui nous envoie ce message. On va rester avec maintenant les tweetos, évidemment, sur Twitter. Très nombreux d'ailleurs, hein, de ce côté. À réagir également sur le hashtag Espace GG. Ingénieur Moussa qui nous écrit: bonjour les GG. Chaque chose a un début et une fin. Tout ce qui se passe depuis le 5 septembre montre que rien n'est éternel dans cette vie. Donc tous ceux qui sont nommés donc doivent se rappeler de ça tout le temps. Bonne chance à tous. Hashtag Espace GG. Adolphe Sankariste également qui nous écrit, hein, sur le hashtag GG. Sous l'ère d'Alpha Condé, on a tout vu. C'était vraiment du dysfonctionnement extrême. Merci à vous. On reste avec le pacificateur également qui nous écrit: bonjour les GG, pour un vrai changement, il ne suffit pas uniquement de changer les mentalités, mais les plus importants évidemment, les têtes pensantes. Vive la continuité dans le renouvellement progressif de la classe gouvernante et politique. Enfant de cour, soyez simples, hein, mes gars. On reste avec cet autre également, Patekour Diallo qui nous écrit: Luceni quitte enfin la BCRG. Bravo au colonel Doumbouya, voilà, qui nous envoie ce message. Vive la compétence, vive la CRIEF. On reste avec Youssouf Mario Gotsoz Camara également qui nous écrit: bonjour Lamine, bonjour à toute l'équipe. Il est plus que nécessaire, hein, que les Guinéens s'unissent pour la réussite de cette transition, même si certains non-patriotes feront de tout, de tout ce qui est possible, hein, voilà, pour mettre donc les bâtons dans les roues. Merci beaucoup. Keïta Mamadi, Dr K nous écrit: il est vraiment temps de dépolitiser donc l'administration. Merci. Nous également qui nous écrit, hein, sur Twitter: bonjour les GG, il fallait s'attendre forcément au départ de M. Nabé après 10 ans. On reste avec Abdoulaye Bari également qui nous écrit: bonjour les GG, le changement est très difficile et sera toujours difficile, mais nous sommes obligés de l'accepter. On reste avec Seikoumar Bolé également qui nous écrit: merci au colonel Doumbouya dans l'esprit de renouvellement de l'administration. Merci à Jean Moussa, le philosophe également qui nous écrit: bonjour les GG, notre administration publique est caractérisée donc par la gestion opaque et l'utilisation malsaine des ressources de notre pays. Vous êtes nombreux évidemment à réagir aussi maintenant sur Facebook, de ce côté également avec Malissila, Youssef Kaba qui nous écrit: sous le CNDD, le Sénénabé avait remboursé une partie du montant qu'il était accusé d'avoir tourné dans le précédent gouvernement. Voilà, son limogeage est une mesure salutaire. C'est Youssef Kaba qui nous envoie ce message. Fatou Keïta également qui nous écrit: mes salutations à la sagesse de la mine ce matin. Je condamne cette vidéo de M. Baïdi, mais il faut arrêter d'encourager l'adultère. Voilà, arrêter d'encourager l'adultère. Ce n'est pas que les gens le font, que c'est bon. Voilà, je pense qu'on a lu ce message. Hein. Voilà, merci également à Noël Sa Molemou Munimono également qui nous écrit: bonjour la mine et à toute l'équipe. Chaque décret du président colonel Doumbouya s'inscrit dans le démantèlement, du système, voilà, de la grande responsabilité
des malheurs de notre pays. On va continuer évidemment avec notre invité, mon cher Moussa Moïse, qui s'est déjà installé dans ce studio, qui est comme toi d'ailleurs, qui a peur de froid et tout ça, parce que notre studio, c'est quand même 16 degrés. C'est la Sibérie. C'est la Sibérie. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Ça fait bizarre de dire ça, monsieur le ministre. C'est vrai, ça fait bizarre de l'entendre. J'ai l'habitude d'entendre DG. DG, ouais, c'est vrai. Vous attendez à être ministre? Non, c'est vrai que quand on a grandi dans ce pays, ouais. Et quand on a subi tous les bombardements de discours politiques qu'il y a dans ce pays, à un certain moment, on se laisse rêver. Ouais. C'est vrai que dans mes années d'université, j'en parlais à 2 ou 3 personnes, mais c'était beaucoup plus, c'était beaucoup plus pour le fun, quoi. Ouais, pour le fun. Non, pas du tout. Ouais. Mais ça fait quoi cette responsabilité? On se réveille un beau matin, on dit finalement je change de statut, je suis ministre de la République. Ça fait quoi dans la tête? Je pense que l'anesthésie a commencé le 5 septembre pour tous les Guinéens. Ouais. On s'est réveillé un beau matin, on a trouvé qu'il était possible d'enclencher, d'emprunter un autre chemin. Ouais. Et tous les actes posés jusqu'à présent sont des actes qui nous disent mais pourquoi on n'a pas fait ça avant? Je vois l'espoir. Et donc c'est une anesthésie que vous avez même quand on vous a nommé. Et le processus de nomination est tellement bien organisé et ça vous met dans un processus tellement psychologiquement, vous sortez de là, vous dites ok. J'encaisse. J'encaisse, mais c'est une mission et cette mission elle dépasse ma personne. Ouais. C'est un rôle national maintenant qu'on a. Ouais. Après, il y a toute la logistique derrière. Mais bon, on en parlera dans une interview qui est évidemment intime. C'est intéressant. Mais c'est extrêmement intéressant. C'est quelque chose à peut-être ce département, le choix de ce département, est-ce que c'était le bon? C'est ce que vous souhaitiez? Est-ce que vous aurez préféré être ailleurs? Où ce département vous va exactement? Vous savez, peut-être l'avantage que l'on a quand on vient du secteur privé, quand on a un parcours hybride, c'est qu'on est bon à beaucoup de choses. La première pratique, c'est la pratique du management. Et quand on est ministre, on vous demande d'être d'abord un manager. Donc partout on envoie un manager, il peut en fait faire quelque chose. Donc oui, j'estime que c'est un challenge à prendre. J'espère que je serai à la hauteur. Ouais. Parce que les défis sont... Cette question quand même, lorsqu'on vous a fait la proposition de venir dans ce département où il y a une histoire de 200 milliards, qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? C'est que quand vous succédez à Zénab Nabaya, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous devenez tout de suite quelqu'un qui se dit je dois faire attention à où je mets les pieds, à comment je dois marcher, comment je dois gérer les dossiers. Est-ce qu'il y a eu des a priori de ce genre avant d'accéder à ce poste de responsabilité? Je pense que non. Déjà, je ne connais pas beaucoup de choses sur les cas dont vous parlez. Bon, c'est des informations... Nous connaissons la diplolangue. Nous savons que vous êtes au fait de l'actualité de votre pays. Vous êtes au courant, vous suivez bien l'actualité de ce pays. Donc, vous savez de quoi on parle. Mais ce n'est pas grave, on peut continuer. Voilà, donc pour répondre à votre question, le ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, je le prends comme un challenge. Comme beaucoup de challenges que j'ai pris dans ma vie et je l'aborde comme cela. Justement. Alors. Ministre normal, on va dire comme ça, évidemment, avec la clarté, c'est très important. Allez-y, Jacques Lévois. Peut-être l'état des lieux, quel constat vous avez fait lorsque vous êtes arrivé au département, d'abord au point de vue organisation, et puis... on en viendra un peu plus sur les départements ou disons les centres de formation puisque vous avez fait une tournée. Mais d'abord au département, qu'avez-vous trouvé? Un personnel vieillissant qui s'est dévoué. Vous avez des fonctionnaires dans ce département qui travaillent beaucoup, mais et comme dans tous les départements, qui ont besoin de plus de reconnaissance, mais qui sont à la fin de leur carrière. N'oubliez pas que on a envoyé 241 à la retraite là. Je pense que justement le désavantage que l'on a, c'est que les 241, on peut le considérer aussi comme une opportunité. Ça dépend de comment on voit. Vous avez tous les cadres qui partent à la retraite. Tous tout presque.
presque. Vous avez des directions générales, des directions nationales entières qui perdent et le directeur national et son adjoint. C'est aussi une opportunité. C'est une opportunité de bâtir. C'est un danger aussi, parce qu'il y a l'inexpérience qui est là aussi. Oui, mais vous savez, d'inexpérience, nous tous, on est des apprentis. Hein. Non, je ne parle pas du ministre, je parle évidemment des la base des techniciens. Vous savez, il y a une suite. Il y a une suite. Et je pense que dans plusieurs domaines, y compris l'inspection générale, au niveau de quelques directions nationales, il y a quand même des jeunes qui ont accepté de venir travailler, qui ont donc appris des anciens et qu'il faut peut-être mettre à niveau. Et c'est ça le premier défi. Hein. Le premier défi, c'est de rebâtir le capital humain. C'est de constituer une équipe de fonctionnaires de l'enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi, des gens qui sont capables à la fois de conduire les politiques publiques, d'abord de les concevoir, de les conduire et au jour le jour de les traiter et de les manager. Ça, c'est un défi. C'est un défi aussi pour beaucoup de ministères. Je pense que les jeunes que nous avons trouvés, les jeunes qui viendront, doivent être dans un processus de formation et de perfectionnement continu. En termes de programme, au niveau humain, d'accord, mais en termes de programme, vous qui connaissez un peu ce domaine, parce que vous avez été quand même au cœur de la conception de certains programmes, surtout en lien avec l'enseignement. Alors, comment vous avez trouvé les programmes? Est-ce que c'est au goût du jour? Est-ce qu'il y a une adéquation entre cela et les besoins que nous avons sur le marché de l'emploi? Parce que ce ministère, on n'en parle pas assez, mais si ça marche bien, c'est l'un des ministères qui doit apporter la plus grande réponse à la question du chômage dans notre pays. Monsieur le ministre. Vous avez des programmes qui sont vétustes, anciens. Il y en a qui datent de 1974, d'autres des années 80. Vous avez des programmes nouveaux, mais qui n'ont pas de personnel d'enseignement. On n'a pas formé des gens à performer et à donner ces cours. Il y a la méthode d'apprentissage qui n'a pas évolué. Maintenant, on est en train d'expérimenter tout ce qu'on appelle la méthode d'apprentissage APC, apprentissage par compétence, qui est nouveau. Il faut aussi former du personnel pour pouvoir déployer ce genre de stratégie dans nos écoles. Nous avons un personnel, l'autre niveau du personnel d'encadrement, donc tout ce qui est chef d'atelier, chef, professeur pratique et tout ce qui s'ensuit, sont vieillissants et partent aussi à la retraite. Ils font partie des gens qui vont aller à la retraite. L'essentiel des enseignants qui font les travaux pratiques dans les écoles professionnelles partent aussi à la retraite. Il faut les reconstituer. Donc vous avez un mix entre un programme vieillissant, un personnel vieillissant, et des écoles vétustes. C'est ça le bilan. Il y a aussi des choses positives. Hein. Il y a de nouvelles écoles, il y a de nouveaux types d'écoles. Quelqu'un en parlait. L'infrastructure est là. Pour certains, il y a les équipements, mais encore une fois, il manque du contenu. Est-ce que vous allez aller avec une stratégie de puiser dans le secteur privé, parce qu'il peut y avoir du répondant pour certains besoins au niveau de votre département, et nous avons des jeunes qui sont bien, qui sont denses, qui sont venus de l'étranger pour certains, mais qui évoluent dans le secteur privé, qui peuvent peut-être apporter un coup de main un peu pour l'avancée de votre département. On peut aborder cette question parce que c'est une question aussi qui a plusieurs défis. Il y a le défi de l'attractivité. Les gens ne viennent pas à l'enseignement. Depuis que je suis ministre, personne ne m'a appelé pour dire je veux être enseignant dans une école. Tout le monde veut avoir des postes ailleurs. C'est pas très attractif. C'est pas très valorisé. Il faut le rendre attractif. Il faut y donner du sens. Il faut que les gens apprennent aussi à venir donner. C'est le sens même d'un des axes que j'ai choisi dans la stratégie que nous allons mettre en place. C'est le sens de la citoyenneté. Il faut qu'on exprime de la citoyenneté dans l'école. Moi, je l'ai fait pendant 10 ans, j'ai enseigné gratuitement à l'université. Il faut que d'autres personnes qui ont ces mêmes compétences... Que faire justement pour que ça soit attractif? Parce que quand on parle des jeunes rurales, c'est l'enfer. C'est vrai, Lamine, vous partez au CFP. Mais revenons déjà tout de suite au constat. L'autre constat aussi que vous trouvez dans ce genre de département, c'est qu'il n'y a pas d'outils de travail et les travailleurs ne sont pas motivés. On n'a pas l'impression qu'ils sont dans une équipe. On ne se connaît pas assez. Vous avez 92 personnes, par exemple, qui travaillent au ministère, dans le département, et vous n'avez que 9 ordinateurs. Vous avez des bureaux qui sont dans un état de vétusté extrêmement poussé. On ne peut pas demander beaucoup de performance à des fonctionnaires dans ces conditions-là. Donc il faut améliorer tout ceci, les conditions de vie, il faut améliorer les conditions de travail, il faut repenser le management pour ne pas
que le ministre soit enfermé dans son bureau, dans sa tour d'ivoire et qu'il ne reçoive pas d'informations. Donc, parler avec les gens, interagir, mettre un cadre d'évaluation. D'abord, un cadre de un enseignant d'une école professionnelle, c'est quoi sa vie comparé à l'enseignant d'une école secondaire, par exemple? Ils ont les mêmes vies. Vous avez, moi, je suis fils d'enseignant. Vous avez un salaire à la fin du mois que vous dépensez pour 80% dans le transport, dans ce qui entre dans votre vie de famille, etc. Et des fois, pour certaines écoles, vous êtes obligé de, puisque vous êtes un éducateur aussi, un père de famille, de mettre la main à la poche pour pouvoir justement dépanner une ou deux personnes. C'est ça la vie d'un enseignant. Est-ce que ça veut dire qu'au niveau même des politiques publiques, il y a comme un désintérêt quand on compare par exemple à l'enseignement supérieur? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un désintérêt? Même à l'enseignement supérieur, je pense que le domaine de l'éducation en général, c'est un parent pauvre. Il faut repenser le financement de l'éducation dans ce pays. Il faut repenser aussi le travail, la question même d'emploi, pour attirer les talents dans l'éducation, pour attirer les compétences dans l'éducation. Il faut mettre un certain nombre de mécanismes incitatifs. Ça prend le salaire, mais aussi à d'autres mécanismes, la sécurité sociale, ça prend le logement, ça prend le transport, etc. Il faut mettre tout ça en musique pour que, à la fois, on ait des enseignants motivés, des élèves motivés. Donc, l'autre bonne chose que j'ai trouvée en termes de bilan dans ce département, c'est que dans chacune des écoles, vous trouvez des enfants assis qui ont envie d'apprendre. Quel que soit l'état de vétusté des écoles. Si vous voyez l'école de chemin de fer de Kaloum, c'est une école qui date des années 40, qui a formé beaucoup de gens, beaucoup de cheminots dans ce pays, mais qui est réduit à moins de 300 mètres carrés. Les bancs qui étaient là dans les années 50, ce sont les mêmes bancs que vous retrouvez dans cette école. Quand vous partez au CFP de Ratoma, le CFP de Ratoma, c'est une vieille ferme d'élevage de porcs qui a été créée en 1920 par un Français. Quand on a eu l'indépendance, on a récupéré le foncier, on en a fait une école. Il y a eu quelques maisons construites à côté, on a mis une direction. Je suis parti là-bas 100 ans plus tard. Les hangars qui servaient de porcherie qu'on a transformé en salle de classe sont les mêmes classes qu'on utilise jusqu'à présent. Wow. Alors, bien, monsieur le ministre Alpha Bakar Barry, il faut le rappeler, ministre de l'enseignement technique de la formation professionnelle. Allez-y, Antoine. Oui, moi, c'est par rapport aux collaborateurs. On a vu qu'il y a eu des nominations à vos départements, d'un secrétaire général qui est Youssouf Boundou Silla, également de Fatou Baldé. Est-ce que monsieur le ministre a eu son mot à dire pour le choix de ces cadres? Déjà que certains vieillis qui ont pris de l'âge sont partis, est-ce qu'on vous a consulté pour le choix de votre secrétaire général et du chef de cabinet? L'autre question, ce sont les infrastructures. Il y a des écoles à Conakry, je veux citer celle offerte par le roi marocain à Nongo, qui est en train de chômer. Une belle école, une belle infrastructure qui, depuis le don, n'est pas encore entrée en opération. Dites-nous ce qui en est. On commence par les infrastructures parce que c'est ce qui est plus important. Bon, soit dit en passant, moi je suis très chanceux en tant que ministre de recevoir Youssouf Boundou Silla et Fatou Baldé Ansane, qui sont deux cadres qui ont des backgrounds différents et qui sont extrêmement compétents dans leur domaine. Donc très chanceux. Est-ce que le ministre a été consulté? Oui, bien sûr. Mais ils sont très bons. Je suis très chanceux et je pense que c'est une très belle équipe. Si on y ajoute le reste des nominations qui vont arriver, on aura une belle équipe pour pouvoir travailler. Sur les infrastructures du type de l'école de Nongo, il y en a plusieurs dans ce cas-là. Nous avons reçu une nouvelle école à Bokeh. Nous avons reçu, il y a les ERAM. Nous allons avoir 2 nouvelles ERAM à Bokeh et plutôt à Kindia et à Mamon. Encore une fois, le problème fondamental de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. L'infrastructure est importante, mais c'est le contenu, le capital humain. Mettez les meilleures écoles du monde, si vous n'avez pas de personnes pour les faire fonctionner, c'est des problèmes. Maintenant, l'école de Nongo a été équipée. J'ai échangé avec monsieur l'ambassadeur du Maroc dès que je suis venu à ce ministère. Il y a des petits travaux qui manquent et ces petits travaux seront finis et nous allons recevoir l'école et nous allons inscrire cette école dans notre programme de relance de la filière. Vous savez que cette école forme au métier de la restauration, du BTP et de l'hôtellerie. Mais qu'est-ce qu'on vous a dit par rapport au retard accusé pour sa mise en
en activité. Tous les retards sont dus il faut toujours voir trois choses. L'entrepreneur qui a eu le contrat, les délais d'exécution et puis les impondérables dans l'exécution d'un projet. Tout peut arriver. Beaucoup de choses peuvent Le arriver. financement a été acquis. Monsieur le ministre, ce qui est paradoxal et choquant à la fois, c'est de passer devant cette école presque tout le temps et voir que c'est un bijou pratiquement qui nous a été donné, mais qu'on ne s'en sert pas. Vous avez parlé de bijoux infrastructurels. Oui, infrastructurel. Moi, je ne parle pas de ça. Mais c'est aussi important. Encore une fois, ce qui est important, c'est ce qu'on en fait. Je vous donne un autre exemple. Il y a une autre école toute neuve qui se trouve pas loin, à Kipé, qui est l'école des postes et télécommunications, le NPT. Vous y allez, c'est une très belle infrastructure qui n'est pas très bien entretenue. Il faut revoir certaines choses. Pour moi, encore une fois, une école, c'est le management. Le directeur d'école et les travailleurs de l'école, plus les élèves, parce qu'on va parler tout de suite d'un autre exemple qui est le premier exemple, justement, le premier projet pilote qu'on va lancer dans la refondation du management des écoles, qui est l'école de Donka. Vous avez vu les images de Donka. Donka, c'est une grande école. C'est un CFP qui a commencé dans les années 50 et qui a vu passer de grandes personnes. Kamrala est passé par là, Sékou Touré est passé par là, le Premier ministre me disait qu'il était passé par là et il a une longue liste d'alumni qui viennent de cette école. C'est une école qui formait de grands cadres, aujourd'hui qui se retrouve dans un état de vétusté extrêmement poussé. On met des enfants, puisque c'est des élèves qui viennent de familles modestes, dans des endroits, et on accepte d'accueillir à l'intérieur de ces écoles des entreprises privées qui ne prennent pas en compte le fait que ce soit une école. Question de sécurité, question de calme, etc., dédiée à une école. Donc on a décidé de revoir cette école et d'en faire un cas pratique, de documenter notre expérience à l'attention des autres directeurs d'école à l'intérieur du pays. Bien. Pour que chacun puisse gérer son école de la manière dont on va gérer Donka. Bien. Allez, cette inquiétude justement, parce que des auditeurs s'inquiètent, hein, Moussa. On a reçu ce message, c'est important. Il y a un auditeur qui souhaite attirer votre attention, monsieur le ministre. Il dit, je vous prie de signaler au ministre de l'enseignement technique et de la formation professionnelle que les ERAM, construites par la coopération avec la Banque islamique de développement dans les régions, la banque avait financé des boursiers pour le Maroc, devant servir dans ces entités, dont son épouse, à lui, qui est rentrée depuis 2017. Elle a fini major de sa promotion. Mais ils ont pris leurs parents sans aucune compétence pour y servir à la place de ceux qui avaient été à la formation. C'est pas un cas isolé, hein? Non, pas du tout, justement. J'ai rencontré 3 groupes. Ouais. Le premier groupe, c'est celui qui a été formé pour gérer l'école de Nongo. Le deuxième groupe, c'est le groupe qui est parti au Maroc pour faire la formation et qui est revenu. Les ERAM n'étaient pas prêtes, donc on a dû les ventiler dans les centres de formation professionnelle. Et puis, il y a un troisième groupe, qui est le groupe des non-postés. Alors, à l'enseignement technique, on a reçu, et on a un grand nombre, une pléthore de fonctionnaires qu'on nous a envoyés, que j'ai trouvé plutôt là, qu'on ne peut pas utiliser à l'enseignement technique. C'est des professeurs de philosophie, des professeurs d'histoire, des professeurs de géographie, etc. Qu'on peut changer pour recruter justement du personnel à déployer dans les écoles. Donc on est bien au fait, on est bien au courant de cette situation. On a mis une commission en place pour pouvoir travailler sur ça, recevoir tout ce beau monde, regarder les diplômes obtenus, échanger avec les partenaires marocains pour savoir qui sont ceux qui sont allés, quelles sont les notes qui ont été obtenues, quels sont ceux qui sont aptes à enseigner dans les écoles, et on les redéploie dans les écoles après un dépoussiérage sur l'approche pédagogique. Nous avons une école. Donc ça fait partie des réformes évidemment que vous allez engager, assainir un petit peu ce milieu. Alors, allez-y, Jacques Lévalino. Oui, il y a, vous avez parlé tout à l'heure des mécanismes d'incitation. D'abord, vous portez cela sur les formateurs qui doivent arriver, ils doivent avoir le goût ou la volonté d'y venir, mais il y a également à inciter les apprenants. C'est vrai que ça a commencé à changer un tout petit peu, mais je crois qu'il y a quelque chose qui reste à faire. Je vais vous signaler quelque chose. Depuis un certain nombre d'années, le ministère de l'enseignement pré-universitaire, donc le ministère de l'enseignement supérieur, donc envoie des bacheliers dans les écoles professionnelles. Problème, c'est qu'au terme de la formation, c'est bien sûr pour 3 ans, tout comme ceux qui vont dans les institutions d'enseignement supérieur, eux ils sortent avec les BTS.
je crois que comme ça on appelle le diplôme le plus élevé là-bas, et puis ceux qui vont à l'enseignement supérieur sortent avec la licence. Or, il y a eu un arrêté, je crois, signé par les 3 départements et qui s'était engagé à leur offrir, n'est-ce pas, des licences. Ce problème vous a-t-il été signalé et comment vous comptez l'aborder? C'est un dossier qui n'est pas encore sur ma table, mais je suis au courant. J'aimerais avoir le fond de dossier pour regarder ce qu'il en est, mais il est prévu au ministère de l'Enseignement technique des passerelles. Il y a un système de passerelles qui est mis en place pour que quand vous avez le BTS, vous puissiez avoir accès à des diplômes comme la licence et la maîtrise de l'autre côté. Ça, c'est prévu. Donc, une fois que le dossier sera sur ma table, je pense que, même avant, on va regarder pour pouvoir... Parce que j'ai demandé aussi qu'il y ait des passerelles de l'autre côté, ce qu'on appelle les validations d'acquis professionnels. C'est que ceux qui sont dans le quartier, qui ont du talent et qui ont une connaissance technique et professionnelle, puissent avoir accès aux écoles pour pouvoir valider leur expérience et leur connaissance. Avoir accès à un diplôme, c'est améliorer son employabilité en fait. C'est pour pouvoir avoir accès à une position, à un emploi dont l'un des critères, c'est d'avoir un diplôme X, Y ou Z. Ça aussi, c'est un mécanisme, ce sont des mécanismes qu'on mettra en place pour sortir des absurdités liées au cloisonnement entre les 3 départements. Bien. Le ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle, donc notre invité ce matin. Allez-y, mon cher Moussa. Je vais en placer 2. La première, c'est un peu lié au danger que guette un peu notre jeunesse, parce que qui dit, à mon avis, enseignement professionnel parle de bras valides, parle des jeunes, parle donc de la majorité de la population guinéenne. Donc du coup, il y a des métiers pour lesquels cette couche-là, juvénile, est en danger. Je prends le cas, par exemple, des BTP, de la construction. Je n'ai absolument rien contre les Turcs, mais vous avez des métiers qui peuvent être valablement exécutés ou pratiqués par des Guinéens qui sont aujourd'hui l'apanage d'étrangers, donc qui sont dans la construction, alors que nous avons, ils ne sont pas assez nombreux, mais nous avons quelques ingénieurs qui sont dans les BTP et qui peuvent le faire, et qui ne peuvent pas rivaliser malheureusement avec un Turc. La mine, Jacques Lewaleno pour son chantier, il va préférer un Turc à un Guinéen, même si le Turc coûte un peu plus cher. Donc comment faire pour inverser cela, cette valeur-là, pour permettre à ce que ce soit véritablement des Guinéens pour un certain nombre de métiers pour lesquels nous avons quelques ressources, que ce soit... Tu parles des quotas? Voilà. Est-ce que tu as la possibilité de contrôler ça, Moussa, quand même? Oui, non, mais... Les grandes gueules. C'est important ce niveau. Deuxièmement, rapidement, monsieur le ministre, c'est qu'il y a qu'au niveau des CFP, il est quand même constaté que seuls 2% des étudiants à ce niveau-là optent pour la filière de l'agriculture. Alors, quand vous parlez de mesures incitatives, dans la pratique, comment cela va se faire? Justement, est-ce que ce n'est pas l'inversion des priorités à la fin du compte? 2 choses. Vous avez réagi comme moi. Moi, j'étais dans le secteur privé, j'ai créé des entreprises et j'avais besoin de main-d'œuvre qualifiée. Tous ceux qui ont créé des entreprises dans ce pays ont eu le même choc que moi. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas de Guinéens qualifiés dans les métiers, dans certains métiers. Donc, il faut les construire. Donc, il faut reformer les cycles de formation. Je parle justement dans le domaine des BTP, des maçons capables de vous faire des murs droits, il n'y en a pas beaucoup. Attention. Moi, le premier objectif des journées que nous organisons... Au moins vous êtes réaliste, monsieur le ministre, parce que lui, c'est le nationalisme, mais exagéré. Je parle de Moussa Moïse. Allez-y. Les grandes gueules. Les journées que nous organisons, la première mission, c'est une mission de vérité. De faire un diagnostic sans parti pris et sans conditionnement politique, rien du tout. C'est de dire, nous n'avons pas beaucoup de gens qualifiés dans ce pays. Il faut qu'on les construise. Donc la formation professionnelle, l'éducation en général, c'est une priorité. Il faut qu'on investisse encore plus là-dedans. Donc, il y a des métiers, je vais plus loin pour vous, le métier de coffreur et de ferrailleur. Sur les chantiers, les grands chantiers de Guinée, de Conakry à Mamou, de Mamou à Zélékoré, ce sont des étrangers. L'architecture métallique, j'ai pris le cas de Sonoko. Les compagnies chinoises importent leurs travailleurs, beaucoup de gens importent leurs travailleurs. Mais si vous regardez nos centres de formation professionnelle, ils forment à la ferronnerie, ils forment même à la métallurgie, mais ce petit détail, ils ne le font pas. Il faut l'introduire dans les programmes. Il faut que les gens soient formés. Il faut qu'on mette
un lien, et c'est l'autre innovation des journées, il faut qu'on fasse un lien entre le secteur privé, les grands projets de ce pays et le secteur public de formation. Donc les opérateurs de formation que sont les centres de formation professionnelle. Il faut qu'ils se parlent. S'ils ne se parlent pas, on ne peut pas former. Il faut déjà que nous, on soit capable d'identifier les endroits où on va placer nos jeunes avant de concevoir les formations. Et en parlant d'agriculture, je vais vous donner le chiffre. Je crois que c'est entre 15 et 20 jeunes qui ont accepté cette année dans toute la Guinée, toute la République. Si je ne m'abuse, d'aller vers les NAE. Nous avons des écoles nationales d'agriculture et d'élevage, mais pour vous dire la vérité, ils ne font pas grand-chose. Pas grand-chose, c'est pas très attractif. J'ai visité une. Peut-être c'est une question aussi de déboucher. Il faut. Qu'est-ce qu'il faut faire justement pour inciter? J'ai eu la chance dans une autre vie d'investir dans l'agriculture, de beaucoup investir dans l'agriculture. Vous ne trouvez pas de jeunes Guinéens capables de vous suivre, d'avoir le parcours technique, par exemple, du riz, de l'ananas, tout seul, de vous dire l'ananas, voilà où vous trouvez ça, voilà comment vous le plantez, voilà comment vous le récoltez, etc., etc. Ça ne prend pas du bac plus 2. Il faut le former. Donc la réforme qu'on veut apporter aux NAE, c'est d'abord de former des jeunes utiles à notre agriculture, mais utiles à eux-mêmes. Donc deux parcours. L'exploitant agricole, donc l'entrepreneur, l'agripreneur comme je dirais, parce qu'on veut transformer les NAE en incubateurs agricoles. L'agripreneur qui sort de là, il faut qu'il connaisse, qu'il sache quelles sont les grandes pratiques, le classique. Ensuite, les innovations qu'il y a dans l'agriculture. Aujourd'hui, vous pouvez avoir une ferme piscicole hors sol chez vous, dans votre maison, produire votre propre poisson. Vous pouvez investir dans de l'apiculture. Ça fait 6 mois, ensuite vous ajoutez 6 autres mois. Vous devenez un expert dans ce domaine-là et vous pouvez investir. Vous pouvez quitter Koba, vous rentrez à Cancan, vous mettez votre petit bassin piscicole et vous faites une exploitation piscicole où vous vendez du poisson. L'objectif, c'est de sortir de ces écoles des entrepreneurs, d'abord des gens qualifiés, qui sont capables tout seuls de faire quelque chose de concret. Ensuite, on apporte à ces jeunes une certaine capacitation, je ne sais pas si ça se dit, améliorer leur capacité pour qu'ils puissent justement être des entrepreneurs accomplis. Et si on met un petit mécanisme de financement sur cela, de la subvention de démarrage, vous pouvez créer seulement avec le réseau des NAE, parce qu'ils couvrent tout le pays. Il y en a à Koba, il y en a en Haute-Guinée, il y en a en Moyenne-Guinée, il y en a en Guinée forestière. Vous pouvez créer un réseau d'agripreneurs. Ces jeunes qu'on cherche aujourd'hui qui veulent investir dans agripreneurs, ouais. Bien. Qui emploient les entrepreneurs agricoles. Qui emploient plus de main-d'œuvre que les mines. Mais comment comprendre quand même le pourcentage? Quand on parle de 2%, qu'est-ce que vous faites dans ce sens-là pour inciter ces jeunes, Amadou Sow qui veut être agripreneur demain, comment faire en fait pour qu'ils puissent se dire oui, je vais aller dans ce domaine-là? Lamine, 2 choses. Première chose, il faut que les écoles dans ce domaine soient attractives. Il faut qu'elles soient sexy. Sexy. Ben oui. Il faut qu'on montre dans ces écoles ce qui est fait. Aujourd'hui, le Guinéen lambda ne sait pas il y a combien d'écoles professionnelles dans ce pays, qu'est-ce qu'elles forment à quoi. Quand tu en sors, tu as quel diplôme et puis tu es bon à quoi. Justement. Tu es employé. En même temps, c'est comme si c'était une rente en fait. Mais finalement, ce qui manque, est-ce que c'est pas cette vision même d'un État de dire voilà ce qu'il faut à notre État, on a ses besoins et c'est ainsi qu'on pourrait avoir les ressources humaines, l'adéquation entre la demande et, je crois que c'est l'expression, la demande et l'emploi sur le terrain. Et l'offre, voilà, l'expression m'échappe. Est-ce que c'est pas ce manque de vision quand même? Cette démarche a été réglée. Monsieur le Premier ministre a été clair. Pendant la retraite de Kindia, on a dit il faut investir dans l'employabilité des jeunes. Donc il faut investir dans la qualification et puis dans l'adéquation entre cette qualification et la demande. On a travaillé sur cela, on a un plan d'action. Pendant les journées de formation, les journées de la formation professionnelle, on vous dira le diagnostic qui a été fait sur une base où les cadres ont travaillé pendant longtemps, on vous montrera une stratégie et on vous dira voilà où on va. Voilà ce qu'on va faire par exemple dans le domaine de l'agriculture, des écoles d'agriculture. Vous aurez le ministre de l'Agriculture qui viendra s'asseoir et qui dira j'ai besoin de faire ça et j'ai besoin de tel type de main d'œuvre. Nous on se positionne maintenant dans le gouvernement comme étant un opérateur de formation pour l'ensemble du gouvernement. Le ministre des Mines viendra nous dire voilà ce dont on aura besoin dans ce secteur. La ministre de la Pêche vous dira voilà ce dont on aura besoin dans ce secteur. Et de l'autre côté, le secteur privé viendra nous dire nous aurons tel investissement sur tel nombre d'années, voilà ce dont on aura besoin, et le tout sera compilé. Ce sera un document qui va nous servir de boussole et qui va justement générer des données. Vous avez remarqué que depuis que je suis là, je ne vous donne pas de données. Bien sûr. Elle n'existe pas. Il n'y a pas de chiffres. Bah oui.
Il faut le créer. C'est vraiment le mal guinéen, d'ailleurs. Un mécanisme pour collecter des données Ouais. et les mettre à la disposition des populations et des usagers. L'année prochaine, notre objectif, c'est qu'à la rentrée prochaine, que les enfants qui viennent dans les écoles soient au fait on peut les orienter, mais qu'ils sachent, On les oblige à y aller. qu'ils sachent au départ que quand je vais dans une école de BTP, je vais en sortir avec tel diplôme, je pourrais en sortir avec tel travail. Emploi garanti, au fait. Parce que À ce niveau, il faut- ce moment, Parce que ça, on on a- ne décrète pas, malheureusement, on ne décrète pas l'emploi. C'est un processus économique, on ne le décrète pas. Mais il faut que le jeune soit prêt à occuper l'emploi. Bien. Et surtout, le jeune, aujourd'hui, en Guinée, on a l'impression que lorsqu'on sort cadre avec l'enseignement supérieur, on a plus de valeur que quand on va dans les écoles. Dans une école Ceci est une professionnelle. construction historique erronée. Voilà. Alors- Depuis 1958, si vous n'avez pas un universitaire entre griffes dans votre famille, vous avez l'impression que vous n'avez pas réussi. C'est ça d'abord, c'est notre construction sociétale qui a lésé l'enseignement technique et la formation professionnelle. On a l'impression, à tort, que ceux qui y vont, c'est ceux qui ont échoué dans le supérieur. Alors que ceux qui y vont sont des gens qui sont déjà prêts à aller vers l'emploi et qui aiment certains métiers qui sont enseignés dans ces écoles-là. Justement, je pense qu'on a la réponse pour à l'instant, cette c'est question de cet auditeur qui disait, Monsieur le ministre, vous avez démarré donc les négociations avec les miniers. Nous avons appris qu'ils ont appris que vous avez négocié avec les miniers. C'était quoi l'objectif final? J'imagine, parce que vous l'avez dit tout à l'heure, que vous allez rencontrer tous les ministères, une manière de faire le point et puis savoir surtout les besoins qui s'y opèrent. Allez-y, Jacques Lévaleno. Moi, c'est au niveau de la formation de base. Aujourd'hui, vous êtes en train de régler le problème avec certaines filières à l'ENA, mais également dans les ERAM. Vous prenez des bacheliers, c'est la même chose pour les écoles normales d'instituteurs. Mais aujourd'hui encore, on a le sentiment que pour ce qui concerne la santé communautaire, on prend un peu plus bas, parfois au collège, niveau collège. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Il y a un gros sujet autour des écoles de santé, de façon générale. Il y a un gros sujet. Parce qu'on veut les sortir de là pour envoyer au ministère de la Santé? Non, pas du tout. C'est pas cela. C'est qu'il y a une pléthore d'écoles de santé. Tout le monde, maintenant, avec une chambre et un salon, veut construire son école de santé. Et en général, on ne suit pas. On est en train de mener de vraies réflexions pour reformer ce secteur et permettre d'avoir d'abord des cahiers de charges, pour que chacune des écoles qui se créent puisse respecter ces cahiers de charges. On n'est pas encore arrivé à l'ANAC. On ira à l'ANAC Pro. Mais avant qu'on y soit, il y a une urgence. Il faut réglementer ce secteur. Il faut que les gens arrêtent de créer n'importe qui ou n'importe où et n'importe comment des écoles de santé et de former des gens, des enfants et de leur donner des parchemins et d'en faire. Des fois, on les appelle à tort d'ailleurs docteurs dans les zones rurales. Oui. On les appelle docteurs. Et vous savez, à partir du moment où le patient vous appelle docteur, il baisse la garde. Il vous fait confiance. Il vous fait confiance et c'est de là que peuvent venir tous les abus qu'on connaît. On est en train de mener une vraie réflexion dessus pour sortir une vraie stratégie et réglementer ce secteur. Il y a beaucoup de gens tous les jours qui veulent créer des écoles de santé. Si vous partez à Kindia, vous en trouverez une pléthore. Ils ne respectent pas forcément. Donc c'est pas réglementé, hein, c'est bien cela. Il faut y aller, il faut réglementer, il faut mettre une instance d'analyse et de qualité qui puisse justement prendre en charge ce genre de questions. Justement. L'enseignement à l'honneur ce matin chez les juges. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, monsieur le ministre, toujours dans le cadre de l'attractivité du secteur, comment rendre le département ou encore le secteur de l'enseignement technique sexy, comme vous l'appelez? Quelles sont vos stratégies? Quelles sont les méthodes que vous allez mettre en place pour pouvoir attirer le maximum de personnes vers ces différentes filières? Est-ce qu'il y a des réformes en cours? On parle de journées bientôt qui vont se tenir. Parlez-nous un peu des réformes que vous comptez envisager dans les jours à venir. Alors, au-delà des journées, les journées sont faites d'abord pour attirer l'attention sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. Elles auront lieu quand et communiquer ce secteur. Ce sont les 9, 10 et 11 de ce mois. Ce sera au chapiteau Baïssa où on aura à la fois l'enseignement, les professionnels de l'enseignement technique qui vont faire le bilan. Ensuite, on aura le secteur privé qui viendra pour parler des perspectives et de leurs attentes en termes de qualification de main-d'œuvre qualifiée. Et la troisième journée sera la journée des partenariats. Parce que nous avons estimé que là aussi, nous devons faire participer un certain nombre de personnes. Les partenaires techniques et financiers doivent être orientés sur un investissement impactant. Le secteur privé doit pouvoir participer à la gestion de l'école. Les conseils d'établissement, qui sont les conseils qui supervisent les directeurs, je vous ai parlé tout de suite des carences de management dans les écoles, doivent participer à la gestion de l'école.
Dans le cadre de leur RSE, je parle des entreprises privées, elles peuvent investir dans ces écoles. Elles peuvent investir sur la matière d'œuvre, qui est une ligne qui est assez demandée. En fait, les écoles ont besoin de matière d'œuvre pour pouvoir améliorer la pratique des apprenants. Elles peuvent investir dans cela, elles peuvent investir dans le digital, elles peuvent investir dans l'apprentissage. Et une autre chose qui tient à cœur au gouvernement, c'est qu'il faut qu'on puisse être capable aujourd'hui de mettre en place des mécanismes d'alternance. Que vous étudiez un moment et que vous partiez en pratique entrepreneuriale dans une entreprise et que vous puissiez être en immersion pour comprendre c'est quoi votre métier, comment ce métier il est exercé dans une entreprise. Ensuite, de façon transversale, on va avoir une activité cléricale de secrétariat, donc capter tout ce qui a été dit, et toutes les bonnes idées, et puis les regrouper et en faire un rapport pour qu'on puisse avoir une base de travail. Les innovations dans les écoles sont de 3 ordres. On va penser. D'abord, il faut l'autre chose qui est intéressante et qu'on peut faire et qui peut être intéressante pour la prochaine administration qui va venir dans ces ministères, c'est avoir un outil de planification. Ça, le ministère, et je crois que c'est le cas de plusieurs ministères, et c'est d'ailleurs la justification d'un des décrets qui est passé hier, c'est qu'on ne connaît pas notre foncier. On ne sait pas. On sait le nombre d'écoles que l'on a, mais des fois, parfois, les directeurs ne savent même pas c'est quoi les limites de leurs écoles. Les populations, les particuliers, tout le monde agresse l'école. Quand on a un dépotoir d'ordures à faire, c'est dans l'école. Quand on a un petit garage à faire, c'est dans la cour de l'école. Quand on a un petit atelier de menuiserie, c'est dans la cour de l'école. Donc il faut d'abord récupérer ces données. Une mission bientôt va sortir pour pouvoir faire une levée topographique et un recensement, même des positions GPS de ces écoles, pour qu'on ait un outil de planification de l'infrastructure. Qu'on puisse savoir avec cet outil, dans 10 ans, avec le flux démographique que l'on a dans les écoles, ce qu'on a aujourd'hui de disponible, à quel moment il faut construire une école, où est-ce qu'il faut la construire et dans quel domaine il faut la construire. Parce que si vous couplez ces données avec la demande et les données qu'on va récupérer au niveau des entreprises privées, les programmes de développement dans ce pays, si vous croisez toutes ces données, vous avez au moins une simulation. Et cette simulation peut vous dire à l'Abbé, par exemple, ou à Dalaba, ou à Manjana, ou à Sigiri, voilà le type d'école qui existe déjà, voilà les filières qui existent. Pour compléter ces filières, voilà dans quoi d'autre on peut. Si vous n'avez pas cet outil, vous êtes obligé de vous déplacer pour aller à Sigiri. Ça vous prend du temps, analyser, il faut que cet outil soit disponible. On va le construire. La troisième chose, au-delà de l'infrastructure, c'est de rénover les curricula. C'est de rénover les formations. C'est de pouvoir leur permettre que ces formations puissent former des gens de qualité. C'est donc d'abord de former des formateurs, ensuite de rendre l'école, de lui rendre ses attributs d'école. Vous apprenez en classe, vous partez sur le terrain, vous faites de la pratique. Ensuite, vous avez de quoi vous recréer, vous avez une espèce de cohésion à l'intérieur de l'école. Citez-moi un seul CFP qui fait ça aujourd'hui. Il faut le recréer. Bien. Le ministre Boubacar est avec nous dans ce studio, mesdames et messieurs. On va revenir forcément à la prolongation à suivre avec vos questions, évidemment, vos réactions. Beaucoup d'autres choses à dire à 11h. On revient pour la prolongation. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.